Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, sont nos invités. Avec eux, nous allons parler du Sénégal où 4 soldats sénégalais sont tués et 7 otages des rebelles en Casamance. On va également parler du Burkina Faso. La junte est très ouverte selon les émissaires internationaux. Mali, les autorités de transition expulsent l'ambassadeur de France à Bamako et on termine comme de coutume par le Togo. Il faut que l'administration soit juste, efficace, équitable et transparente. Ce sont les propos du professeur Komi Couvent. Chers invités, soyez les bienvenus. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, bonjour Samuel, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux Africains de partout, de par le continent. Et c'est le lieu, avant toute chose, de m'incliner devant la mémoire des milliers de combattants africains qui sont morts pour la libération de la France il y a des années. Vraiment, j'ai une mémoire pour ces parents qui, à la fin, n'ont pas été récompensés à la hauteur de la tâche qu'ils ont accomplie pendant les guerres mondiales que nous avons connues, que ce soit la première guerre et la deuxième guerre. Donc ça, vraiment, aujourd'hui, nous nous souvenons de tous ces gens par rapport à ce qui se passe au Mali où les Français ne déploient que, vous m'excusez, c'est un peu inhumain si je le dis, mais il faut que je le dise, qu'ils ne déploient que 54, 53, 54 morts et qui crient à tue-tête comme si des milliers de combattants africains, des tirailleurs comme ils les appelaient, que nous avons perdus, n'étaient pas des êtres humains. Juste rappel de l'histoire à la France. Bonjour Germain Pouli, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de New World. On remercie Dieu. Avant de parler du Mali et de donner la parole au pasteur Edo Komi, on va parler du Sénégal où 4 militaires ont été tués, 9 autres blessés en Casamance lundi soir dans un accrochage avec les maquisards séparatistes présumés. Alors, Germain Pouli, les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance estiment depuis 1982 que leur région est marginalisée par le pouvoir central. Oui, tout à fait. Et c'est une région qu'il faut le rappeler enclavée entre deux pays frontaliers du Sénégal, qui sont la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, c'est une partie au sud donc, du Sénégal qui est entre ces deux États incrustés là et qui veut être indépendant pour plusieurs raisons. Vous avez souligné l'une des principales raisons, c'est que les autorités centrales de Dakar ne s'occupent pas donc de cette partie de la région là qui est une région assez riche ou qui était assez riche. Aujourd'hui, on peut peut-être revenir dessus en parler parce qu'il y a eu beaucoup de pertes depuis cette rébellion là. Il y avait un tourisme florissant dans cette région. La terre a aussi été assez fertile et s'y prêtait à une agriculture qui devait renforcer l'économie de cette partie du Sénégal-là. Sauf que pendant longtemps, donc, les séparatistes et les indépendantistes, en tout cas ceux qui aspirent à l'indépendance de cette région, estimaient que le président Senghor leur avait promis une autonomie et que après on assiste pratiquement à un abandon. Donc aujourd'hui, après une quarantaine d'années, pratiquement une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, puisque c'est en 83 déjà que la lutte armée a véritablement débuté. Et aujourd'hui, les choses semblent s'améliorer, mais ce dernier incident dont vous venez de parler laisse voir que la plus vieille rébellion encore existante en Afrique est loin d'avoir dit son dernier mot. Aujourd'hui, l'État sénégalais essaie aussi de tenir compte de ces revendications-là et de revenir sur une terre de Casamance pour essayer de la reconstruire, de la réhabiliter en favorisant d'abord le retour des déplacés parce qu'il faut le dire, la guerre depuis une trentaine d'années a fait beaucoup de déplacés internes, beaucoup de réfugiés et des milliers de morts. Alors, pasteur Edo Kobi, les rebelles du MFDC étaient prêts
a participé à un processus de réconciliation sous l'égide de la communauté catholique Saint-Egidio. Alors, qu'est-ce qui a poussé justement ces rebelles à encore agir ainsi? Alors, comme Jemel l'a dit tout à l'heure, je pense bien que c'est la plus vieille rébellion en Afrique depuis 1982, avec le parrain, c'est l'abbé Senghor, c'est ça, c'est Diamakou Senghor, qui était le fondateur de ce mouvement, s'il faut le dire. Donc, il y a quand même une partie quand même de cette rébellion qui a quand même déposé les armes. Hein. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que le mouvement est presque fragilisé. Mais il y a encore quelques éléments qui, de temps en temps, posent des actes sporadiques pour se faire entendre. La preuve, c'est ce qu'ils ont encore fait. Mais malheureusement, que cette fois-ci, ça fait le dernier bilan, ça fait 4 morts et 7 disparus. Je crois que c'est le dernier qui sont pris en otage. Donc, c'est ce que nous venons d'apprendre. Donc, c'est dire quand même que ce mouvement n'a pas encore dit son dernier mot, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure. Mais je ne pense pas que cela honore le Sénégal. Vous savez, quand on parle de Sénégal, on parle de Dakar, on parle de Ziguinchor, on parle de Casamance. En tout cas, c'est les régions les plus connues du Sénégal. Donc, ils font fondamentalement le Sénégal. Et les raisons évoquées, même si les raisons évoquées sont pertinentes parce que la région est laissée pour compte. Mais depuis, je crois, Abdoulaye Wade et avec l'actuel président, il y a quand même des projets qui se font là-bas, qui rendent un peu visible, qui donnent la visibilité, une belle image quand même à Casamance. Et je ne pense pas que le résidu des rebelles puissent continuer encore par semer de la désolation. Parce que dès qu'il y a des morts d'hommes, même si c'est un mort, je pense que c'est déjà de trop. Et cet événement-là... Est-ce qu'il y a des actes posés par Dakar qui leur font confiance? Parce que oui, non, je crois que s'il y a déjà une partie qui avait accepté se joindre à la table de négociation et même déposer les armes, je crois qu'ils étaient conscients que Dakar a posé des actes concrets, notamment notamment l'insertion, s'il y avait même des éléments qu'on pouvait intégrer dans les forces régulières. Je crois que ceux qui le voulaient, c'est déjà des acquis, mais aujourd'hui que ces éléments, cette rébellion, ce mouvement se fait encore entendre, alors ça va laisser encore de soucis au pouvoir central de Dakar et ils sont encore allés trop loin. Vous savez que c'est entre Gambie, comme il a dit tout à l'heure, entre Gambie et Guinée-Bissau. Et c'est presque enclavé. Et du coup, c'est enclavé d'ailleurs. Et du coup, ils font leur mouvement, ils peuvent se retrouver en Gambie. Et les éléments aujourd'hui avec lesquels ils ont des problèmes, c'est la force Ecomine. Ecomine, donc, qui était, c'est Diao qui était allé déloger Yaya Jammeh, qui avait refusé de reconnaître sa défaite après avoir entre-temps reconnu finalement qu'il voulait revenir au pouvoir. Et donc, c'est avec ces forces-là qu'il y a eu ces affrontements dont le bilan est aujourd'hui triste parce qu'il y a des morts d'hommes. Donc, je crois que le pouvoir de Dakar doit vraiment faire tout pour ratisser l'âge et surtout avec la médiation de la communauté Saint-Egidio, qui souvent est rompue dans la tâche. Quoi, le Togo aussi est passé par là avec Jésus-Christ Olympio. Donc, moi, je crois quand même qu'il faut toujours dialoguer. Il faut toujours dialoguer et continuer par avoir l'adhésion du reste de ces éléments qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sèment de la désolation jusqu'à encore avoir des morts d'hommes. Le processus de réconciliation, même s'il n'est pas lancé, Germain Poulié, officiellement, il va falloir continuer par prendre langue pour éviter ce genre de choses, surtout que ce processus est mené sous l'égide du Vatican.
Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs processus avant qui ont apporté des temps d'accalmie, mais il y a toujours des rebondissements qui ont cours parce que, il faut le rappeler aussi aujourd'hui, depuis la mort de l'abbé Senghor, je crois que la succession n'a pas été aussi facile et le mouvement aujourd'hui a plusieurs têtes. Il y a une branche militaire, ou plusieurs branches militaires d'ailleurs. Il y a des branches aussi politiques éparpillées un peu partout, que ce soit en Allemagne, en France et partout. Et donc c'est difficile de Qui se réunir disent des porte-parole la plupart du voilà, temps. tous ces gens-là et parler d'une même voix. Donc, quand certaines factions vont au dialogue, d'autres n'y sont pas. Mais globalement, je crois que le Sénégal avance sur les deux fronts, sur le front militaire et en même temps sur le plan diplomatique et des négociations. Donc, l'année dernière a été assez déterminante aussi, où l'armée sénégalaise a détruit des bases donc, de ce mouvement-là. Mais on sait, comme le disait Pasteur tout à l'heure, que c'est des rébellions qui se replient assez souvent vers la Guinée-Bissau, vers la Gambie, où il y a des bases arrière. Et là aussi, depuis 2017 et 2020, Ce n'est plus donc comme avant. avec l'arrivée des présidents Adama Barrow La et force économique. Sissoko Mbalo. voilà, Mbalo. Il y a eu un rapprochement avec Dakar. Et donc depuis aussi l'arrivée de Macky Sall, les choses ont un peu évolué. Et donc aujourd'hui, il s'agit de couper déjà toutes ces bases-là. Yamé est parti. Et comique, il faut dire, c'est une force composée en majorité de soldats sénégalais qui font en même temps d'une pierre deux coups. En même temps que sous la bannière de la CEDEAO, ils ont réussi à chasser Yaya Jammeh. Cette force a vu son mandat aussi qui a été reconduit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ces soldats-là essaient de lutter contre les trafics illicites à la frontière entre la Gambie et le Sénégal. Je pense que c'est dans cette lutte-là que les soldats sénégalais ont perdu la vie. Il y a eu prise d'otages. Et ces rebelles aussi ont l'habitude aussi de faire des otages pour réclamer de l'argent. Mais je pense que l'année passée, après la destruction de cette base dont on parlait tantôt, l'État sénégalais a lancé 2 opérations de réinstallation des populations et des projets aussi de développement de cette partie-là, parce que comme le disait aussi Pasteur tout à l'heure, il y a une bonne partie d'anciens rebelles qui ont baissé les bras, qui sont revenus, qui se sont désarmés et qui n'ont plus foi en cette lutte-là pour l'indépendance. Donc ce programme de Voilà. réinsertion va leur permettre... Voilà, donc aujourd'hui, ce sont des populations un peu plus favorables au gouvernement de Dakar qui aspirent donc à ce que la paix soit signée. Donc aujourd'hui, sur le plan militaire, c'est sûr que le Sénégal va remporter la bataille, surtout que le pays arrive aujourd'hui à couper les rebelles de leur refuge traditionnel, donc en Guinée-Bissau et en Gambie, mais il reste toujours ces ailes politiques dont on a parlé qui vont continuer par véhiculer des idées et entretenir donc ce rêve-là. Et c'est sur ce plan-là justement qu'il faut arriver à un accord et avec l'intervention de cette communauté Saint-Égidio dont vous parliez tout à l'heure. On espère vraiment qu'une table ronde pourra réunir tous ces acteurs-là qui ne s'entendent pas et qui n'ont pratiquement pas la même vision aussi. Certains sont favorables à un dialogue, d'autres ne le sont pas, restent dans l'option de la violence et de la rébellion, et qui ne parlent pas d'une seule voix, mais il faut qu'on en arrive là et espérons que les situations donc politiques en Gambie et en Guinée-Bissau, avec l'arrivée de Macky Sall, donc permettent d'arriver à cet accord-là, parce qu'on peut gagner la guerre, mais sur le plan politique, si les idées demeurent et si la paix n'est pas faite, je pense que à tout moment, on peut toujours assister à ces actes dont on a assisté donc il y a quelques jours au Sénégal. La pause, elle est très courte et on revient pour la suite avec nos chers invités.